Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, étudiants, passionnés, aficionados de l'Antiquité, merci d'être là aujourd'hui pour ces états généraux qui ont pour objectif non pas, je dirais, de se lamenter sur l'état des sciences de l'Antiquité aujourd'hui, mais de montrer toute la pertinence qu'il y a, au contraire, à reprendre en compte socialement et, je dirais, culturellement la place, justement, de la culture dite classique dans la formation de nos sociétés, dans la formation de notre culture moderne, sans laquelle nous ne savons plus où nous sommes et sans laquelle, bien entendu, nous ne savons plus où nous allons. Donc, cette journée a pour but, effectivement, d'exprimer, et ma collègue Isabelle Cogitor l'expliquera beaucoup mieux que moi, combien, à travers l'éducation, la culture et la recherche, l'Antiquité, au sens le plus large, c'est-à-dire dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a constitué, mais dans ce qu'elle a été aussi comme fondement pour la fondation des cultures de la modernité, et même on pourrait dire aujourd'hui de la postmodernité, puisque cette Antiquité n'a jamais été autant à l'actualité du grand public, et paradoxalement, elle est délaissée, dédaignée, je dirais, par les institutions. Donc il est, je crois, absolument nécessaire de nous replacer au cœur du débat et nous avons toute notre place. Donc je vais d'emblée donner la parole donc à ma collègue Isabelle Cogitor, qui donc est présidente de la PLAES, c'est-à-dire présidente de l'Association des professeurs de lettres de l'enseignement supérieur, voilà, et de lettres classiques notamment. Merci. Nous allons en fait nous exprimer en forme de chants amébés. Vous allez voir, on ne chante pas, mais le cœur y est. Voilà, je disais que nous avons préparé ça sous forme de chants amébés, mais qui seront brefs puisque ce n'est pas ce que vous attendez spécialement de cette journée. Pourquoi nous avons tenu à organiser cette journée? En fait, nous nous sommes aperçus que nos deux associations, dont nous allons parler un petit peu plus, partagent un certain nombre d'interrogations communes et que beaucoup d'entre nous connaissent les membres de l'autre association. Nous avons régulièrement des interactions sur le plan de la recherche dans les universités. Et donc est née l'idée, il y a déjà bien 1 an et demi, de poser ensemble les questions qui nous occupent autour de l'Antiquité, autour de Antiquité et actualité, Antiquité et avenir aussi, parce que contrairement à ce que certains peuvent penser, ça n'est pas parce qu'on s'intéresse à l'Antiquité qu'on est rétrograde ou que l'on est tourné uniquement vers le passé. Donc nous avons voulu organiser cette action commune pour réfléchir à ces questions et proposer des réponses. Alors le nom d'états généraux de l'Antiquité, avec un clin d'œil à une période qui n'est pas la nôtre, ne devrait pas nous induire en erreur. Nous ne sommes pas ici pour établir des cahiers de doléances et pour uniquement faire le point. Nous sommes là pour aussi être force de proposition, nous, vous, tous ensemble, essayer de trouver des questions et des réponses dans un ordre qui pourra varier, parce que s'il y a bien une chose dont nous sommes tous convaincus, c'est la vitalité de cette Antiquité, aussi bien dans nos activités, vos activités d'enseignement, dans la pratique de la culture, dans la recherche. La vitalité, le rayonnement, c'est ça que nous voulons affirmer, de façon à ce que haut et fort soit entendue cette importance de l'Antiquité pour demain et les enjeux que nous souhaitons souligner. Pour le montrer, vous avez vu, donc il y a un blog qui a été mis en place et précisément si vous avez lu les questions ou posé des questions, ce que j'espère, vous aurez vu que nous cherchons à susciter le dialogue, à rassembler et à susciter d'autres questions, d'autres réponses autour de ceci. Donc, nous procédons aujourd'hui autour de 3 tables rondes. Je repasse la parole à mon collègue Antonio González pour présenter rapidement les 3 thématiques de ces 3 tables rondes. Alors donc, je me présente d'abord, donc Antonio González, je suis professeur d'histoire romaine, mais surtout, je suis pour l'instant, c'est un titre viager, président donc de la Société des professeurs d'histoire ancienne de l'université, et je tiens à rappeler ici que nous nous exprimons pas au seul 2 noms de nos sociétés, mais je dirais de manière beaucoup plus large, je dirais à toutes les associations qui sont plus d'une centaine à avoir répondu favorablement à notre appel, qui s'intéressent
de manière plus ou moins, je dirais, centrée aux questions, évidemment, dites des sciences de l'Antiquité. Alors ça regroupe des associations professionnelles, des associations culturelles, des associations, je dirais, qui fédèrent finalement tous ceux qui ont un intérêt centré sur la culture classique, je dirais, et son devenir à travers notre propre culture. Il s'agit donc aujourd'hui d'exposer à travers 3 tables rondes, animées chacune d'elles par, je dirais, des forces vives de la recherche française et en même temps, je dirais, des animateurs spécialistes de ce genre de rencontres, de travailler sur l'éducation, donc avec Maurice Sartre, ici présent, donc qui a l'habitude, notamment donc aux journées d'histoire de Blois, d'animer donc ces tables rondes, et il fait converger vers lui de très nombreux auditeurs, donc je sais qu'il saura animer parfaitement cette table ronde. Donc nous aurons une deuxième table ronde qui portera sur la culture européenne, qui sera animée par quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Jean-Noël Jeannet, qui a été professeur à sciences politiques, qui a été directeur de la BNF, qui a été aussi président de Radio, en partie de Radio France, qui aujourd'hui est ou continue plutôt à être animateur, je dirais, d'émissions sur France Culture, et qui est quelqu'un que l'on pourrait qualifier de contemporanéiste et qu'on aurait pu penser éloigné de nos préoccupations, mais qui évidemment comprend tout l'intérêt, je dirais, à ne pas, je dirais, dissocier ou saucissonner ce qui fait une culture. Et donc évidemment, la culture classique y a toute sa place pour lui également. Enfin, la troisième table ronde, qui sera animée par Emmanuel Laurentin, donc journaliste à France Culture, et que certains d'entre vous, évidemment, connaissent pour l'entendre quotidiennement, donc viendra animer une troisième table ronde qui porte sur l'Antiquité et la recherche. Et la recherche dans le domaine des sciences de l'Antiquité est extrêmement active. Alors évidemment, quand c'est un antiquisant qui vous dit ça, vous allez penser que c'est un plaidoyer pro domo. Pas seulement, parce que effectivement cette recherche est extrêmement active, mais elle a tendance à être minorée, je dirais, dans le spectre scientifique actuel, singulièrement en France, où nous passons presque comme étant des spécialistes de disciplines qui deviennent rares. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la rareté? Ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement précieux en soi. Donc nous aurons un débat qui sera intéressant, et nous souhaitons qu'il y ait une véritable interaction avec donc l'amphithéâtre. C'est-à-dire qu'il y aura une animation autour d'1 heure, un débat entre les différents membres de chacune de ces tables rondes, animées donc par nos médiateurs, et puis il y aura donc un dialogue avec la salle, comme on dit, et je crois que c'est fondamental que ce dialogue existe, et vous aurez toute votre importance dans les questions, dans les suggestions que vous pourrez apporter pour, je dirais, améliorer en quelque sorte ce que nous dirons au cours de cette journée. Car je crois que, comme on dit, c'est un peu aujourd'hui galvaudé de le dire, mais la société doit jouer son rôle justement dans la défense de la culture. Et je dirais dans la défense de la culture de manière protéiforme. Et nos disciplines, dites des sciences de l'Antiquité, ont un rôle fondamental à jouer au moment où il existe une véritable demande sociale, parfois paradoxale. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé cette émission parodique qui a lieu actuellement sur M6, qui s'appelle Péplum, où on traite, si vous voulez, donc du monde romain de manière paradoxale, mais où des questions fondamentales sont malgré tout posées, et où on essaie d'y répondre, je dirais, en même temps par le rire, et puis ensuite par l'intervention de certains spécialistes qui viennent donc, je dirais, affiner en quelque sorte, et essayer de rétablir la signification de ce qui peut être diffusé.
Donc cette importance, je crois, de l'interaction entre la société et finalement et le monde scientifique au sens très large, nous en avons tous la responsabilité, et je crois que par tout ce que vous pourrez nous apporter, eh bien, nous en tiendrons compte, et notre boîte à idées, évidemment, de ce point de vue-là, va jouer un rôle intéressant, puisque cette journée ne s'arrêtera pas là. En quelque sorte. Nous souhaitons lui donner de multiples prolongements, notamment par, je dirais, la continuité du blog, mais aussi, sans doute, par des actions futures sous des formes diverses pour manifester toujours notre existence, car c'est tout de même terrible. Il faut montrer que nous sommes toujours là, même si ça semble aller de soi pour nous. Alors nous allons diffuser également un livre d'or que vous pourrez donc renseigner et signer comme, je dirais, souvenir de cette journée. Alors vous aurez également à votre disposition une boîte à idées qui est placée en dehors de l'amphi et des papiers qui vous ont été distribués sur lesquels vous pouvez noter pour que l'on continue à la suite de ces états généraux, que l'on continue à réfléchir et à avoir des propositions. Donc vous allez avoir ça et le blog va pouvoir continuer à fonctionner aussi. Donc nous continuerons au-delà de cette journée. Avant de laisser la parole à la première table ronde, il nous reste une étape importante de cette mise en route qui constitue des remerciements à plusieurs niveaux. Remerciements d'abord aux organisateurs qui ne sont pas nous, nous ne sommes que présidents, mais les organisateurs appartenant aux deux sociétés, à l'APLAES, Association des professeurs de langues anciennes de l'enseignement supérieur, et la SOPHO, Société des professeurs d'histoire ancienne de l'université. Les membres des deux bureaux de ces associations ont énormément travaillé. Je citerai juste les noms de ceux qui ont été qui ont retroussé leurs manches le plus haut possible. En premier lieu, Jean-Christophe Couven, secrétaire général de ces États généraux, mais aussi Maria-Teresa Schettino, Guillaume Flamery, Catherine Grandjean, Richard Faure. Je ne donne pas les noms de tout le monde, mais tout le monde, à un titre ou à un autre, est intervenu au sein des deux associations. Au-delà des deux associations, nous tenons à remercier aussi les intervenants qui, aujourd'hui, vont donner de leur temps et de leurs compétences. Leurs noms sont sur les tables rondes, donc je ne les redis pas ici. Et puis les modérateurs, bien entendu. Et encore au-delà de ce petit cercle, vous voyez défiler les logos de plus d'une centaine d'associations amies qui nous ont assuré de leur soutien, qui ont envoyé de leurs représentants quand c'était possible, et auprès de qui nous sommes sûrs de trouver bien plus qu'une caisse de résonance. Nous sommes sûrs de trouver des collaborateurs, des interlocuteurs et des gens qui vont là aussi faire avancer le débat. Les remerciements financiers, c'est moi, c'est toi, je le fais. Dans les champs amébés, il y a de temps en temps des improvisations. Donc nous tenons aussi à remercier la Fondation Simone et Cino del Duca, l'Institut de France, qui ont contribué au financement de cette journée, qui se déroule également sous le haut patronage de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Donc munis de ces protection, de ces encouragements, nous sommes heureux de déclarer ouverts ces états généraux de l'Antiquité. Donc, cher Maurice, à vous tous, merci à vous. Non. Bien, merci à tous et merci aux deux présidents pour cette invitation. Comme on vous l'a expliqué, donc 3 tables rondes, ça ne sera pas de trop pour essayer de faire un vaste tour des questions qui se posent à tous ceux que l'Antiquité intéresse aujourd'hui, et ils sont nombreux. Pour nous concentrerons sur un sujet, mais quel sujet? Celui de la formation. Et nous englobons dans notre problématique à la fois la formation
des élèves dans l'enseignement du second degré et celle des étudiants dans l'enseignement supérieur. Tout simplement parce que nous avons bien conscience que les deux choses sont liées, d'abord parce qu'il y a une continuité de l'un à l'autre et que la formation du second degré, elle se continue, elle se poursuit pour beaucoup d'élèves dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, enseignement de masse, et d'autre part parce que l'enseignement supérieur contribue, entre autres, même si ce n'est pas la seule possibilité, évidemment, et sa seule fonction, à former à son tour les maîtres du second degré. Or, il est clair que la qualité de la formation des maîtres est la condition première d'un enseignement de qualité dans le second degré. Pour participer à ce débat, dont je ne suis que le modérateur, même s'il m'arrive d'avoir quelques avis sur la question, 4 invités. À ma droite, Monique Trédé, qui est professeure de langue et littérature grecque à l'École normale supérieure, professeure émérite. Je le dis parce que c'est elle qui me l'a dit, alors. Ensuite, un peu plus loin, Dario Mantovani, qui est professeur de droit à l'université de Pavie et dont la présence est précieuse puisqu'il nous apporte à la fois, j'allais dire, un regard doublement décalé, celui d'un voisin mais malgré tout étranger, voir comment ça se passe en Italie, autre nation pour laquelle le latin, par exemple, a une certaine importance linguistique. Et puis en même temps, un regard aussi décalé dans la mesure où il n'appartient ni à l'enseignement des langues, ni à celui de l'histoire spécifiquement, mais à celui du droit. À ma gauche, Augustin Dumière, qui est professeur agrégé de lettres classiques au lycée Jean Villard de Meaux, et donc qui a l'expérience directe et quotidienne du terrain de l'enseignement des langues anciennes. Et à l'extrême gauche, Bernard Legras, qui est professeur d'histoire grecque à l'université de Paris. Alors, si vous le voulez bien, nous allons essayer de tenir un équilibre entre les différents aspects de la formation, les langues, la culture, l'histoire, et puis bien d'autres aspects encore. Mais peut-être faut-il commencer quand même par ce qui est le plus brûlant ou le plus problématique aujourd'hui, qui est celui de l'enseignement des langues. L'enseignement des langues anciennes a régressé globalement, en tout cas du point de vue qualitatif, semble-t-il, et sans ouvrir un bureau des pleurs, car on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas là pour ça, je crois que il n'est pas inutile d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le fond, l'enseignement du latin ou l'enseignement du grec sont considérés comme quelque chose de tout à fait marginal, alors que ça paraissait une sorte de voie royale pour les gens, ne serait-ce que de ma génération. On dirait que ça remonte à très 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 longtemps, mais enfin quand même, n'exagérons pas. Augustin Dumière. Ce que je peux dire pour répondre à votre question, c'est que... oui, voilà. Ce que je peux dire pour répondre à votre question, c'est qu'il me semble effectivement que moi je n'enseigne que depuis 20 ans, mais j'ai l'impression que ce discours existait déjà avant que je ne commence à enseigner en 1995. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'institutions importantes au sein de l'éducation nationale, le latin et le grec ont été considérés comme on peut dire entre guillemets des cibles pour diverses raisons. Elles étaient considérées comme les instruments de l'élitisme. Et donc privilégiés par les élites, et on considérait peut-être à raison qu'il y avait d'autres urgences, et on entendait souvent ce discours, pourquoi mettre de l'argent dans des classes de grec et de latin alors qu'il y a des classes à 40 élèves en mathématiques ou en français.
Elles apparaissaient aussi pas forcément ouvertes vers une société moderne dans laquelle l'apprentissage des langues vivantes était prioritaire, l'apprentissage de l'outil informatique. Donc là encore, le latin et le grec n'étaient pas forcément des priorités. Et puis aussi peut-être dans une optique de laïcité, dans la mesure où c'était des matières qui apparaissaient quand même très très liées aux élites catholiques. Et pour toutes ces raisons-là, moi en tout cas c'est mon expérience à titre tout à fait personnel, je n'ai jamais eu le sentiment au sein de l'institution éducation nationale qu'il y avait un intérêt ou une volonté de faire exister ces matières. Et le dernier élément probant en date est la suppression du CAPES de lettres classiques, ce qui fait que les malheureux élèves encore intéressés par le grec et le latin n'auraient sans doute plus de professeurs. Alors la tentation est assez grande, effectivement, par rapport à ce discours, de regarder ce qu'il en est aujourd'hui. Ce magnifique système éducatif moderne, équitable que nous avons sous les yeux. Je crois que jamais l'école n'a été aussi injuste. Sa modernité, je crois qu'on peut s'interroger dessus. Quant à ce qu'on transmet en matière de langue vivante, d'informatique, je crois que les professeurs d'université sont intarissables sur le niveau des élèves qu'ils voient arriver sur les bancs de l'université. La laïcité, on a quelques éléments en date qui nous laissent prouver que cet apprentissage de la laïcité, il peine un peu à se faire. Donc, si on peut dire, cette école qui s'est construite sur le rejet de la culture humaniste offre aujourd'hui de façon patente, là c'est plus une chapelle qui dit ah mais c'était pire ou c'était mieux, ça finit par éclater aux yeux de tout le monde, c'est-à-dire que le bilan est peu engageant. Alors à partir de là, il y a deux possibilités. Celle d'une certaine goguenardise en disant ben bravo, c'est absolument admirable ce champ de ruines que vous avez bâti, et puis celle peut-être qui est à mon avis plus constructive, consistant à dire par rapport au tableau peu engageant que nous avons sous les yeux, le grec et le latin ont évidemment un rôle à jouer, un rôle de soutien, un rôle d'aide, que ce soit dans le domaine du français, de l'histoire, des langues vivantes. Nous avons évidemment un rôle à jouer. Ce rôle, il faut le jouer sans doute avec une certaine humilité, parce qu'il faut le dire, à la décharge de cette image du grec et du latin, où vous rencontrez quand même beaucoup de personnes qui ont subi pendant leur scolarité, c'était il y a fort longtemps, mais un discours assez parfois agressif, qu'ils ont perçu en tout cas comme assez humiliant, sous-entendant si vous ne maîtrisez pas le grec et le latin, vous ne pouvez rien comprendre à beaucoup de choses, à la littérature française, à l'histoire, à des tas de choses. Et je pense que par rapport à cette place qui se redéfinit du grec et du latin, il est important de l'aborder peut-être avec davantage d'humilité, mais ça en 30 ans, l'apprentissage de l'humilité, on l'a fait dans les collèges et lycées, il n'y a pas de problème. Merci. Vous parlez de champ de ruines. Champ de ruines, ça intéresse toujours les antiquisants. Donc, nous allons, bien entendu, faire des propositions. Je crois que c'est important ce que vous venez de dire, cette exclusion du grec et du latin pour des raisons, de mauvaises raisons pseudo-élitistes. Mais justement, aujourd'hui, à nous de montrer la nécessité d'enseigner les langues anciennes encore. Et au-delà des langues anciennes, on va y revenir bien sûr longuement tout à l'heure, un peu plus longuement en tout cas, tout ce qui relève de la culture et des cultures de l'Antiquité. Mais pour rester d'abord dans l'apprentissage des langues, parce que c'est quand même l'un des vecteurs de la culture, le latin et le grec, pourquoi aujourd'hui enseigner, comment expliquer, comment justifier l'enseignement du latin et du grec, et comment enseigner ces langues anciennes. Monique Trédé. Oui, sur ce point, je pense qu'Augustin Lumière aussi pourra compléter et préciser mes propos. Mais indéniablement, le premier argument qui peut venir à l'esprit, mais ça nous le répétons depuis longtemps, c'est le lien avec la langue française. Je crois que ça, il ne faut pas l'oublier, et que c'est aussi un élément d'accroche pour les élèves, c'est-à-dire que
le fait de leur indiquer l'origine, l'étymologie de tel ou tel mot français qui leur semble un peu obscur à première vue, généralement les réjouit et les enthousiasme. Donc, pour ce qui est d'accrocher le jeune public, c'est évidemment un point qui vient immédiatement à l'esprit. Bon, vu notre âge, car, cher ami, n'est-ce pas, le vieux passé, nous avons à peu près le même, n'est-ce pas? Eh bien, je me rappelle que Jean-Pierre Vernant était allé expliquer dans les années 90, je crois, au début des années 90, que cette idée que les langues anciennes actuellement étaient liées à un milieu bourgeois et nanti était complètement périmé, et que le succès des langues anciennes auprès des beurs, des petites beurrettes et des beurs, était absolument fondamental, et qu'une des manières d'intégrer les jeunes de ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers, que nous appelions jadis la banlieue, eh bien, pouvait justement être la découverte de cette civilisation méditerranéenne qui leur parle. Bon, donc ça, c'est un point sur lequel nous ne parvenons pas à nous faire entendre, mais sur lequel j'aimerais qu'un jour nous y arrivions, car quand je suis entrée, je ne vous dirai pas quand, mais il y a très très longtemps, à l'école normale supérieure, je puis vous dire que les milieux bourgeois les plus avancés avaient déjà compris et que leurs enfants faisaient des mathématiques, de l'anglais et de l'espagnol. Donc, déjà à l'époque, il y a très longtemps, les milieux bourgeois n'avaient pas une attirance si particulière, si intense pour le latin et le grec. Par ailleurs, Augustin Dumière disait à juste titre que ces enseignements étaient liés aussi à une bonne bourgeoisie catholique, c'est vrai. Mais ça devient paradoxal parce que rien n'apprend mieux la tolérance que le polythéisme pratiqué en Grèce ou à Rome. Donc je crois, moi j'ai été très sensible à un livre qui est passé pratiquement inaperçu, je crois, de Jean Solaire, sur la violence des monothéismes. Vous savez qu'on s'occupe beaucoup aujourd'hui de problèmes religieux. Bon, eh bien justement, l'Antiquité nous montre que le polythéisme a permis une forme de tolérance sur laquelle, au fond, nous aurions peut-être des leçons à prendre. Donc, tout cela me semble donner une actualité, si vous voulez, à l'enseignement des langues anciennes dans nos établissements aujourd'hui. Le problème est de parvenir à se faire entendre. Je dois dire, si le président me laisse encore quelques minutes, quelques secondes, que nos associations ont été reçues au Conseil supérieur des programmes très récemment, et que, pour le moment, dans ce fameux socle qui est formé de 8 blocs, eh bien, nous ne figurons pas. Donc, on nous a exhortés à reprendre rendez-vous, ce que nous faisons, mais c'est un des arguments que j'aimerais qu'il soit mis en avant. Les langues anciennes, non seulement ça aide à apprendre ce que c'est qu'une grammaire grâce aux flexions, etc. Et donc, ça aide pour le français, mais aussi, c'est une école de tolérance. Merci, mais déjà vous anticipez un petit peu sur la suite, ce qui est pas mal du tout. Non, c'est pas grave, mais je reviens quand même à la question carrément de la langue. Pourquoi, encore une fois, enseigner le latin? Est-ce que en Italie, et Dario Mantovani, on a ce même genre de problème? Est-ce que, d'abord, le latin continue à être enseigné et le rapport avec l'italien, qui est quand même encore plus étroit, si l'on veut bien, qu'avec le français, justifie cet enseignement du latin? Est-ce que, par exemple, Monique Trédé y faisait allusion, la place de la grammaire, l'enseignement de la grammaire paraît quelque chose qui s'acquiert beaucoup plus facilement avec l'enseignement des langues anciennes? Oui, nous avons le mythe du lycée classique en Italie, où l'on enseigne le grec et le latin à partir de l'âge de 14 ans pour 5 années, et où l'enseignement des langues prend une place horaire qui est pareille, qui est comparable à celle de l'italien. Donc il y a une place très forte.
les problèmes, et je reviendrai tout de suite à la question qui m'a été posée, mais les problèmes face à cette structure, c'est que il y a une chute verticale des inscriptions. C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas envie, les familles n'ont pas le désir de poursuivre ce genre d'études. Donc, je pense que la question est pourquoi ? Pourquoi il y a eu un changement de l'alentour sociale et culturelle qui a fait bouger l'Antiquité. Donc, c'est l'Antiquité qui n'a pas sa place dans le monde. Donc, du point de vue de l'enseignement, on peut dire tout de suite à quoi ne sert pas l'enseignement de la langue latine. Elle ne sert pas à communiquer. Parfois on raconte l'anecdote d'un certain qui s'est perdu dans un pays étranger, qui ne pouvait pas communiquer, qu'il a rencontré quelqu'un qui parlait seulement latin, il a pu être sauvé, mais je ne pense pas que ça justifie l'enseignement des langues. Donc il ne sert pas à communiquer. À quoi sert-il ? Je pense qu'il sert à connaître mieux sa propre langue. C'est banal, mais c'est tout à fait sûr. Par le biais de l'étymologie, oui, je réfléchissais états généraux de l'Antiquité, je ne veux pas faire l'étymologie, mais en commençant, je me suis dit, oui, status, cela dit quelque chose de très stable. Donc, on voit que la métaphore de l'État moderne prend son point de départ de l'idée de la stabilité. Généraux, génos, il y a tout un raisonnement là-dedans, le rapport entre le général et le spécial. Il y a une opération mentale, c'est la diairesis, la divisio latine, et antiquité. Antiquité, ante, cela qui est devant nous. Alors donc, le sentiment que j'ai en vous parlant et en réfléchissant sur ce thème, c'est que le vrai problème, c'est de notre position face de l'Antiquité. On peut pas envisager l'Antiquité si on ne voit pas qu'elle est devant nous. Alors, il faut que on ne traite pas l'Antiquité comme une discipline comme tous les autres, parce que elle a un rapport, je dirais, un rapport topographique avec notre propre existence. Et encore une fois, à quoi sert-il ? Elle sert à réfléchir sur les structures syntaxiques et de la langue, ce qu'on ne fait pas. Et c'est la grande différence, je pense, en deux enjeux, c'est que la culture aujourd'hui, c'est une culture horizontale, c'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie et la grammaire, c'est une hiérarchie, c'est une structure. Alors donc, on est dans un monde qui apprennent par expérience directe. Et donc, tous ceux qui ont besoin d'un apprentissage préalable, cela met en cause une attitude qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. Donc, je pense que c'est justement cette opposition à l'expérience qu'on fait que souligne l'importance de l'apprentissage. Et puis la traduction. Traduction, c'est un cas de problem solving, ce que je ne sais pas si c'est le mot, le slogan qu'en France on utilise aussi qu'en Italie, mais il faut apprendre à résoudre les problèmes. Donc la traduction, c'est une façon de résoudre des problèmes qui n'ont pas une réponse
clos, une seule, unique réponse, tandis que les problèmes mathématiques découlent d'une formule. Donc je pense que c'est l'univers de l'ouverture, la traduction. Et enfin, je le souligne parce que de mon point de vue, je ne suis pas un enseignant de langue ancienne, mais de mon point de vue professionnel, on n'enseigne pas le latin, le grec, si l'on n'a pas le but d'accéder à un trésor de textes. Donc, les textes sont le but de l'enseignement. Et cela se fait dans plusieurs façons. Et en Italie, je pense que toutes ces raisons que je viens d'énumérer ne sont pas si négligées comme le nombre qui s'appauvrissent semble le montrer. Je pense que c'est la difficulté de tous ces enjeux qui un peu éloigne les étudiants. Mais il faut, je pense, on a parlé d'humilité, je pense qu'il faut accompagner nos étudiants envers ce type de difficultés. Merci. Monique Trédé, vous vouliez réagir sur un point brièvement. Très brièvement, je voulais juste rebondir sur la notion de texte, justement. Un des points qui me frappe, c'est que lorsqu'on apprend le latin ou le grec, on traduit des petits textes tout simples, mais qui aident, et alors là, vous allez tout de suite voir à quel point je suis vieille, qui aident à la formation morale et politique de la jeunesse. Quand vous avez vu en 6e ou en 5e la fable des membres et de l'estomac, qu'aucun de mes étudiants de normale supérieure ne connaissait ces dernières années, je puis vous dire, eh bien, ce genre de petits textes, l'évocation du petit spartiate héroïque qui préfère se faire manger le foie plutôt que d'avouer sa faute, etc., propose une série de modèles qui nous changent, me semble-t-il, agréablement de la passion pour le héros du football qui, pour le moment, anime mon petit-fils de 6 ans. Et donc, les textes les plus simples dans lesquels on baigne quand on apprend le latin et le grec, me semblent des textes propres à fournir des modèles à un âge où on est marqué encore par ces modèles. C'était ma seule ajout. Je voudrais qu'on poursuive un petit peu. On disait que donc il y a bien sûr cet accès à des textes et à une autre culture, mais d'une façon plus concrète, il me semble que les professeurs du second degré souvent se plaignent, et on le voit bien aussi à l'université, de l'ignorance des élèves et des étudiants plus tard en matière de langue française, j'entends, et notamment de grammaire. Est-ce que l'enseignement, est-ce que concrètement, l'apprentissage du latin ou du grec peut améliorer cette situation? Alors, juste pour répondre à la question que vous aviez dit, là, le pourquoi faire du latin et du grec, c'est peut-être en cela que nous avons, nous, professeurs de lettres classiques, un temps d'avance. C'est assez rare, mais il faut quand même le souligner, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes quotidiennement de justifier de notre existence. C'est-à-dire que moi, depuis 20 ans que je suis professeur, chaque printemps, je vais recruter mes élèves, parce que sinon j'en ai pas, dans 40 classes de 3e de 7 établissements différents. Et devant chaque élève, à chaque fois, il faut justifier de l'intérêt de ces matières, parce que sinon, sauf cas exceptionnel d'un endroit où il y a des familles suffisamment puissantes pour dire c'est très simple, vous touchez pas au grec et au latin, ou cas encore plus rare, un chef d'établissement qui dit ça peut être utile à quelque chose. Sinon, l'intérêt c'est d'aller directement, d'aller chercher, et donc, si je puis dire, dans cette espèce de grand supermarché qu'on est en train de nous construire, c'est-à-dire avec, tiens, on te propose de l'informatique, de la musique, une 5e langue vivante, tu peux démarrer le chinois, ou sinon tu as du latin. On doit venir dans beaucoup d'endroits, dans les banlieues, dans les zones rurales, bref, dans tous les endroits où il n'y a pas entre guillemets, de force qui pourrait défendre ces matières. Le professeur de lettres classiques doit faire ça. Et à cet égard, on est plus préparé que des professeurs de lettres ou d'histoire, parce que le jour où ils auront à le faire,
ça sera assez compliqué. Il n'est pas interdit de penser qu'un jour, ils aient à le faire et qu'on dise pourquoi apprendre l'histoire. Voilà, vous évoquiez la personne perdue dans un pays étranger. Il n'est pas certain que la connaissance historique puisse aussi beaucoup l'aider. Par rapport à justement cet argumentaire qui est déployé, il est évident que la connaissance de la grammaire, pourtant ça pourrait faire peur à des collégiens de 3e, si on leur dit vous ne connaissez rien en grammaire et nous allons vous proposer une matière qui va vous permettre de réparer le désastre, a priori c'est pas un argument de vente. Mais en revanche, ce qui est important, c'est de leur dire les choses assez clairement, tout ce que le fait de ne pas maîtriser sa propre langue, tout ce que ça va leur interdire. L'apprentissage des langues vivantes, le fait d'avoir, de pouvoir s'exprimer de façon suffisamment puissante. C'est Jacqueline de Remy qui disait, oui, la violence s'explique souvent par l'absence de maîtrise des mots, et c'est totalement vrai. Je veux dire que une des grandes difficultés de beaucoup d'élèves, c'est que ayant peu de vocabulaire, une maîtrise de la langue qui est pas toujours très bonne. Effectivement, il y a parfois des voies de communication plus directes. Et ça, ils sont sensibles à cet argumentaire. Quand on leur dit, on va vous faire croire pendant toutes vos études que la grammaire, c'est pas un truc important, et c'est après que vous allez non pas prendre des baffes, mais un bon coup de massue sur la tête en voyant disparaître 80% des métiers sous les yeux, ils l'entendent. Alors ils entendent aussi tout à fait ce que ça peut apporter en termes de maîtrise du vocabulaire scientifique, tout ce que peut apporter comme monde, le monde de la mythologie, de la tragédie grecque, tout ce qu'il peut y avoir de passionnant là-dessus. Mais ça, c'est un argument que les élèves entendent tout à fait en disant, voilà, vous arrivez aujourd'hui avec des lacunes d'école primaire, des lacunes fondamentales, c'est-à-dire sur des choses aussi simples que qu'est-ce que la nature d'un mot au français, qu'est-ce que la fonction d'un mot. Le seul endroit où vous allez pouvoir rattraper ces lacunes, ce sont les cours de grec et de latin. Et en plus, on va prendre le temps pour le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'ils écoutent et auquel ils sont tout à fait sensibles. Oui, bonjour. Je voulais apporter un témoignage sur les classes de grec aujourd'hui. Je crois que c'est important de travailler sur les documents de la pratique. Donc la classe dont je vais vous parler n'est pas une classe de grec de la montagne Sainte-Geneviève. Hein. C'est un collège parisien. Il y a 6 troisièmes. Il y a 2 classes de grec. Et chaque classe de grec a une vingtaine d'élèves. Donc nous ne sommes pas sur la montagne Sainte-Geneviève. Alors je vais apporter le cahier d'écolier de cette cahier de collégien de cet élève pour montrer un petit peu ce qui se passe dans les classes de grec. De la géographie, la Méditerranée. Cet élève saura se repérer dans Paris et dans les grandes villes. Il connaîtra les temples grecs. Quand il verra la Madeleine, quand il verra le Panthéon, il saura de quoi on parle. J'ai ici une évaluation. Il est en 3e, donc c'est un grand débutant. Il a quelques mois de grec. On lui pose des questions de civilisation, d'histoire et d'étymologie. Quels sont les compagnons de Jason ? Quelle est la légende de la princesse de Crète qui va en aide au personnage de gauche ? On lui montre une céramique. À quel siècle a appartenu Périclès ? Au sujet de quel événement historique majeur l'orateur Démosthène s'est-il exprimé ? Donc ça, c'est de la civilisation. Ensuite, on a une analyse verbale. Vous allez voir combien c'est précis et comment on peut aller loin avec des élèves de 3e. On parlait de la grammaire à la minute. Analyse les formes suivantes, indique si les verbes sont à la voix médio-passive ou à la voix active, ainsi que la personne à laquelle ils sont conjugués. Ensuite, il y a des déclinaisons. Il faut décliner des noms au cas demandé, datif, accusatif, nominatif, accusatif. Et ensuite, on a une version. Donc c'est intéressant parce que ça montre qu'en 3e, on peut déjà véritablement enseigner la langue. Oi tes poleos nomoi agatoi eisin. Tadora tois theois upo ton anthropon prosperantai. J'ai ici le cahier. Il y a une 50aine de pages avec des textes d'Isocrate, de Démosthène. Cet élève de 3e connaît la constitution spartiate. Il y a un texte de Xénophon avec tout le système des efforts et des rois. Il connaît aussi le système de la démocratie athénienne. On lui apprend la démocratie clisténienne. Donc ce collégien de 3e s'est déjà opposé le système oligarchique spartiate et le système démocratique athénien. Mais on va dire à quoi cela sert finalement. Cet élève que je connais un peu veut devenir avocat.
Peut-être va-t-il lire Démosthène, le Démosthène de Georges Clémenceau. Clémenceau qui, rappelons-nous, savait faire des discours en latin à la Chambre des députés. C'était une autre classe politique que la classe politique de l'an 2015. Bien, je m'arrête là. Je vous cite simplement une phrase, car le président modérateur me le permettra, qui est remarquable. Pourquoi lire Démosthène? Pourquoi apprendre Démosthène? La rhétorique grecque, qui reste notre maîtresse. Mais Démosthène ne faisait pas de polémique, il canonnait. Il canonnait pour détruire d'abord les ouvrages les mieux dissimulés de l'ennemi. Il canonnait pour engager ses concitoyens en inaugurant la bataille, pour déjouer les trahisons, pour animer les défaillances, pour donner de son stoïcisme à ceux qui l'envoyaient à l'ennemi. Démosthène est un homme d'État, c'est un humaniste. Il n'appartient pas à cette droite catholique dont on parlait tout à l'heure. C'est un laïc, c'est un humaniste. Il appartient à un camp qui n'est pas le camp de l'Église. Donc quand on disait tout à l'heure que les lettres anciennes, le grec, le latin, sont liées à un certain courant idéologique lié à l'Église, bon, avant Vatican II, bien entendu, ce n'est pas totalement vrai. L'éducation républicaine, l'éducation de Jules Ferry, s'appuie également sur les humanités classiques. Espérons que cela dure et que cela se renforce. Dans ce collège parisien de la rive droite, un élève sur 3 de 3e commence le grec. Merci. Merci pour cette illustration pratique qui est en effet très intéressante et qui servira de transition justement à un point sur lequel je voulais que nous avancions. L'apprentissage des langues, c'est évidemment la meilleure introduction ou la meilleure voie de passage vers la culture qui est véhiculée par ces langues. Est-ce que justement, pour rendre peut-être plus attrayant, quoique vous ayez bien dit l'un et l'autre d'ailleurs à quel point le latin comme le grec n'ont rien de rebutant pour les jeunes élèves, est-ce que, dans le fond, il n'y a pas aussi moyen peut-être de moderniser? Je vais me faire l'avocat du diable, parce que si tout le monde est d'accord, c'est pas rigolo. Il faut quand même que quelqu'un jette un petit peu des pavés dans la mare. Est-ce que, dans le fond, on ne peut pas changer? On a parlé de Démosthène, on a parlé de Cicéron. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas le temps de passer à d'autres textes, à d'autres auteurs plus modernes? Enfin, ou qui nous paraissent plus modernes, moins connus. Est-ce que, d'autre part, il n'y a pas d'autres textes? Évidemment, là, je vais sortir l'une de mes préférences, peut-être. Est-ce que jamais un professeur de latin ou de grec n'a jamais fait étudier à ses élèves des textes tirés des inscriptions? Or, il y a dans les inscriptions des textes faciles et qui sont extrêmement révélateurs d'une culture ou d'une civilisation, si vous préférez, mais je préfère le terme de culture à tout prendre. Est-ce que d'autre part, c'est pas l'occasion aussi, Bernard Legras montrait le plan d'un temple grec, de susciter chez les élèves une curiosité d'ailleurs qui en général ne nous a pas attendu, celle qu'ils ont pour l'archéologie, mais en la réorientant de façon plus positive, car ce qui intéresse dans l'archéologie les enfants et nos concitoyens en général, qui de ce point de vue-là sont peut-être que tous des grands enfants, c'est pas l'aspect mystère, secret. Ça attire beaucoup. Vous savez que les émissions à succès, les émissions d'histoire à succès sont en général fondées sur l'idée qu'il y a mystère et secret et que l'émission est là pour leur dire la vérité. Bon, évidemment, c'est jamais l'objectif. Donc, comment peut-on passer de la langue à la culture? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut faire des propositions dans ce sens-là? Lequel d'entre vous veut répondre? Pour une fois, je vous laisse le choix. Dario Mantovani? Oui, peut-être, parce que j'ai une idée très simple et peut-être romantique. Je pense que tout tourne autour du but que nous souhaitons rejoindre. C'est-à-dire, je pense que l'enseignement de sciences de l'Antiquité a un but.
essentiel, c'est de développer l'esprit critique. Donc, tout tourne, à mon avis, autour de ce point. Alors, la première chose que je vois, c'est qu'il faudrait enseigner l'analyse, c'est-à-dire il faudrait donner des moyens pour démonter n'importe quoi, je ne sais pas, en texte, en image. Alors, pour commencer, je pense qu'il faudrait montrer que l'histoire, le passé, n'est pas quelque chose de déjà donné, mais que le passé, on le remonte chaque fois à partir du présent. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de montrer les doutes qui doivent toujours être posés à notre reconstruction. Il faut montrer comment on part d'un document pour arriver à une réponse. Et cela dit, je pense qu'une discipline qui m'a toujours paru très importante et très négligée, on l'a un peu abordé dans l'intervention de mon collègue Bernard Legras, c'est la rhétorique. Mais c'est la rhétorique dans un sens technique. Je pense qu'il faudrait vraiment étudier la rhétorique ad Herennium ou le De Inventione de Cicéron. Parce que il s'agit d'une technique qui peut aider à monter des textes et à démonter des textes. Alors, donc, je pense que nous disposons, nous, les antiquisants, nous disposons d'une technique déjà donnée qui n'a pas de pareil dans notre culture et qui peut être mise à disposition. Je vais un peu plus loin. Je me dis pourquoi ne pas montrer comment, par exemple, la pub, elle est construite à partir d'archétypes, de mythes très simples. Pourquoi ne pas montrer qu'est-ce que la communication la plus simple et la plus directe a emprunté à l'Antiquité? Donc, je pense que pour moderniser, il ne faut pas avoir peur de récupérer des moyens d'analyse qui sont déjà donnés dans l'Antiquité. Moi, je veux bien dire un mot. Oui, je remercie notre collègue juriste qui s'intéresse aux techniques de l'avocat, mais je voudrais plaider aussi pour le plaisir du texte. Je crois que, bien sûr, il est tout à fait intéressant, sûrement Alexandre Farnoux nous en parlera cet après-midi, on peut aujourd'hui, grâce aux techniques scientifiques dont on dispose, savoir exactement ce que mangeaient, de quoi étaient constitués les vêtements, ce que filaient, etc., les gens dans l'Antiquité. Donc tout peut se savoir maintenant. On sait comment ils faisaient leur vin, comment ils le conservaient, on sait que le problème des cépages et de la terre était déjà posé à l'époque des Grecs. On sait tout ça. Mais je pense que pour, justement, nous occupons de l'enseignement secondaire, pour quand même donner du plaisir à ces élèves auxquels nous faisons faire des progrès en français grâce au latin et au grec, eh bien, lire un chant d'Homère ou lire une pièce de Sophocle, ça reste quand même fondamental. Voilà pour le principe de plaisir, je m'arrête là. Non, le plaisir, c'est quelque chose d'important, on est bien d'accord aussi. Mais pour en revenir au texte, est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'innover ou peut-être de laisser une plus grande liberté dans le choix des textes? D'après ce que je crois savoir, il y a quand même des programmes encore, il y a des textes qui sont imposés, non? Oui, il y a des programmes, effectivement. Il y a des programmes par rapport à ce que vous disiez. Bien sûr on peut imaginer des tas de choses. On peut ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais le fait vous pourriez faire ça, c'est un peu un propos d'inspecteur. C'est-à-dire le type qui débarque dans votre classe. Vous avez 2 heures de latin, vous mélangez de 15h30 à 17h30, qui mélange des premières et des terminales. Il y en a qui préparent l'option facultative
les options de spécialité. Il y en a qui vont devoir traduire un texte de latin qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, d'autres qui vont reprendre une traduction qu'ils ont déjà vue. Et voilà la parole qui arrive, disant mais pourquoi ne pas, voilà, il faudrait, voilà. Et alors encore une fois, moi je n'ai rien contre, je pense que ça peut être une excellente idée. Il y a une limite déjà très forte qui est que je ne connais absolument rien dans les inscriptions, mais ça peut être tout à fait intéressant et je vous confirme que ça intéresse les élèves. Mais voilà, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, si je puis dire, ce qui guide la survie du professeur de lettres classiques, c'est de trouver quelque chose qui soit concret, qui soit compris par les élèves et qui soit maîtrisé par les élèves. Après, que son support, ce soit des inscriptions ou un discours de Cicéron, ils choisissent voilà, les choses qu'ils souhaitent et les choses qu'ils ont appris à maîtriser. Cela dit, dans la formation des professeurs de lettres classiques telle qu'elle était, puisqu'il n'y a plus de professeurs de lettres classiques aujourd'hui, telle qu'elle était, on travaillait quand même davantage les textes que les inscriptions. C'est dommage parce que, effectivement, pour avoir emmené des élèves en Grèce, je peux vous dire que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup, effectivement, les élèves. J'imaginais pas qu'en faisant l'avocat du diable, c'était l'avocat de l'inspecteur. Certains vont peut-être faire des rapprochements. Bon. J'ai pas dit que c'était l'avocat de l'inspecteur, j'ai dit que c'était l'inspecteur. Non, bien entendu. Bernard Legras. Oui, donc en effet, l'introduction d'autres types de supports pour étudier le latin, le grec, permet d'avoir un accès à l'objet, et en particulier à l'objet archéologique. Et ça me paraît important, parce qu'on introduit le visuel. Alors c'est certain que si on prend un texte repris dans la CUF, bon, c'est très beau, mais c'est une édition moderne. Et si on met sous les yeux des élèves des documents originaux, hein, ils auront un autre rapport. La belle inscription gravée, le beau décret honorifique, les inscriptions, bien entendu, mais aussi les papyrus, hein, puisqu'une partie de la littérature grecque et latine nous est parvenue grâce aux papyrus. Et là, nous avons également de très beaux documents qui visuellement sont magnifiques. Je pense aux livres illustrés, hein, qui peuvent également faire rentrer les élèves, les étudiants, on va en parler tout à l'heure, hein, dans un autre registre pour leur montrer que tout cela c'était une culture vivante, hein, que ces documents étaient lus sur des supports originaux. Et ensuite, quand on va dans les pays, parce que c'est très important ces voyages scolaires, on en parlait tout à l'heure, hein, la Sicile, la Grande Grèce, la Grèce, l'Asie mineure, hein, que les élèves découvrent ces pays de leurs yeux, leur fait toucher du doigt la réalité vivante. Et il faut aussi rendre un hommage, on n'en a pas encore parlé, au cinéma. Hein. Le cinéma, Hollywood, alors évidemment, c'est tout le domaine des péplums, bien entendu. Alors évidemment, on est tous là dans le sourire et dans l'esprit critique. Hein. Il y en avait un il n'y a pas très longtemps, hein, sur une chaîne privée. Hein. On a tous un petit peu souri en voyant Cléopâtre avec l'accent Chibani. C'était Cléopâtre 9. Bon. Eh bien, cette culture par le cinéma montre que tout cela peut encore toucher. Alors évidemment, il y a des succès, il y en a qui le sont moins, hein, mais on a encore là une culture qui touche directement les jeunes gens. Hein. C'est le héros, c'est l'exploit, et parmi les inscriptions, il est certain que les exploits sportifs, la carrière d'un sportif permet aussi de leur faire réfléchir aux valeurs. Car quand on voit ce qu'était le sport de l'Antiquité, bon, alors certes, il y avait aussi un désir d'argent, un désir de prime, un désir de récompense, mais comparer ce qu'est devenu le sport aujourd'hui avec ses dérives et ce qu'était le sport de l'Antiquité, c'est quelque chose qui est aussi intéressant, et montrer que cette émulation, cet esprit agonistique, comme on dit aujourd'hui, existait déjà et fait partie des racines, non pas de notre civilisation, si on veut éviter ce mot, mais fait vraiment partie des valeurs auxquelles nous sommes extrêmement attachés. Je m'arrête là parce que je pourrais continuer longtemps, comme nous tous. Oui. Mais vous venez de prononcer un mot qui m'intéresse beaucoup, celui de Racine. On est passé insensiblement, vous vous rendez compte, de l'enseignement des langues, simplement, à tout simplement celui de la culture ou des civilisations de l'Antiquité. Et donc, c'est la place de l'histoire ancienne dans l'enseignement qui compte. Est-ce qu'aujourd'hui, et là je vous pose la question, le risque n'est pas que l'histoire de l'Antiquité n'intéresse que comme, j'allais dire, quelque chose d'exotique, alors que
pour ce qui concerne notamment la Grèce et Rome, mais aussi très largement la Mésopotamie, mais aussi pour certains aspects peut-être l'Égypte, c'est pas simplement l'exotisme, c'est tout simplement les racines de notre culture. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de cette dérive que l'Antiquité, j'allais dire, intéresse pour presque des mauvaises raisons? Bernard Legras. Oui, je veux bien continuer, ou plutôt reprendre. Quand je fais cours en première année à des étudiants, car l'histoire ancienne fait partie de l'enseignement de première année dans les universités, pour les UFR, les départements d'histoire, il faut en féliciter. Je suis toujours Claude Mossé. Claude Mossé a écrit un petit que sais-je, les institutions grecques, et il explique que les grands mots de l'histoire politique sont grecs. La politique elle-même est un mot grec, la démocratie, l'oligarchie, la plutocratie, l'aristocratie, etc., etc. Et elle ajoute malicieusement que seule la dictature est d'origine romaine. Bon, c'est une helléniste qui parle. Bon, donc quand on veut s'intéresser à l'histoire des idées politiques, quelles que soient les options que l'on ait personnellement, eh bien les racines grecques sont présentes. La philosophie grecque, Kierkegaard disait les philosophes parlent grec. Ben oui, bien entendu. Aristote, Platon sont des fondements absolument incontournables. On ne comprend rien à la pensée des philosophes sans comprendre ces racines. Je vous ai apporté un petit extrait qui m'amuse toujours beaucoup. Il s'agit d'un discours qui a été prononcé à Mexico en 1979 par un homme politique français, c'était même le chef d'État. Il distinguait deux types d'hommes politiques. Alors, il y a dans l'histoire de très grands aventuriers. Alors, il y a les aventuriers et il existe une deuxième catégorie. Alors, la deuxième catégorie, ce sont les hommes d'État conceptuels. Cette dernière catégorie est très nombreuse et très brillante. C'est celle de tous les hommes d'État qui ont fait précéder leur action d'une certaine forme de délibération ou d'interrogation. Je dirais que le fondateur de la dynastie est Alexandre, avec son rêve de noces entre l'Europe et l'Asie, et il y a une très grande série qui s'est animée au moment de la Renaissance et au moment du siècle des Lumières par tous ceux qui ont conçu que leur action politique serait au service d'une certaine idée, a priori, de l'organisation de la vie sociale et de la vie politique. Donc deux types d'hommes politiques, les aventuriers et les conceptuels. Cet homme politique éminent écrit « Pour ma part, j'espère appartenir à cette seconde catégorie. En tout cas, ce qui est un signe encourageant, je ne me sens bien que dans les relations que j'entretiens avec les hommes politiques de cette seconde catégorie. » Vous aurez tous reconnu le président Valéry Giscard d'Estaing critiquant implicitement Jacques Chirac. Donc, dans cet extrait, éminemment politique et éminemment contemporain, Valéry Giscard d'Estaing, académicien, donc projette toute sa représentation politique en utilisant des images, des systèmes politiques venus de l'Antiquité. L'homme d'État conceptuel, Valéry Giscard d'Estaing, l'homme politique aventurier, il ne cite pas son nom, mais tout le monde a compris, Jacques Chirac. Merci. Merci. Il n'y a quand même pas que dictature qui vient du latin, hein. Citoyen aussi quand même. Si. République. Bon, et République. Oui, oui. Non, on avait bien compris. Mais alors, du coup, si je comprends bien, l'Antiquité, non seulement elle ne doit pas avoir une part réduite dans l'enseignement, mais pour passer à l'enseignement supérieur, dans l'enseignement supérieur, elle devrait être en quelque sorte le socle indispensable d'à peu près toutes les études, parce que la pensée politique, la pensée juridique, la pensée philosophique trouvent leurs racines dans l'Antiquité, si je ne me trompe pas, en grande partie, en tout cas. Nous en sommes en tout cas largement dépendants. Est-ce que il ne faudrait pas imaginer, non pas des petites options par-ci par-là d'histoire, de droit, de je ne sais quoi encore dans l'enseignement supérieur, mais un vaste socle Dario Mantovani. Je
Je ne crois pas qu'au secondaire, on puisse ajouter beaucoup du point de vue du contenu, mais mon point de vue est que oui, il y a des disciplines dans l'enseignement supérieur qui ne puissent pas se passer de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il est vrai que des études bien formées avec un solide socle classique aident dans tous les domaines, même dans la mathématique, la physique, mais je pense qu'il faut bien voir qu'il y a des disciplines qui n'avancent pas par, je dirais, par d'accumulation. Il n'y a pas des changements d'une génération à l'autre, mais il y a une tradition de forme, de pensée, et que cette tradition, on ne peut pas l'étudier sinon dans un sens historique. Alors donc l'exemple que j'ai mis sous mes yeux, bien entendu, c'est l'exemple du droit. L'exemple du droit, ce n'est pas une question de continuité, de contenu du droit. On sait très bien que la tradition juridique en France et en Italie est bien différente. Le droit romain a eu une différente influence dans les deux pays, mais ce qui reste commun, c'est la forme de pensée, c'est-à-dire c'est une discipline. Le droit n'est pas, comme on peut dire, une forme imposée par le pouvoir. Le droit, c'est un discours, c'est une forme du monde qui a été conçue dans l'Antiquité romaine. Donc, on ne peut pas comprendre le droit aujourd'hui sinon par le biais d'une réflexion interne à la pensée juridique romaine. Donc, je pense qu'on puisse faire le même discours, je pense, pour les sciences politiques, comme on venait de le dire, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, il y a eu la création, je ne sais pas s'il y a une alternative, par exemple, au droit tel que nous le connaissons, mais le droit que nous connaissons, c'est celui qui vient de l'Antiquité. Donc, il faut étudier, mais dans une perspective qui soit interne. Il faut se plonger dans les textes, c'est pourquoi l'étude, la connaissance des langues anciennes est indispensable. Et surtout, il faut bien se rendre compte que c'est aussi la façon de, je ne dirais pas de défendre, tuteler, mais surtout d'avoir conscience que le droit européen a certaines caractéristiques qui sont différentes du droit de common law. Alors maintenant, il y a comment on peut dire, un conflit entre deux visions, je ne dirais pas du monde, mais quand même des relations sociales. Et donc, il faut bien comprendre que le droit est une forme de pensée qui a en soi des valeurs. Alors, je pense que il faut défendre pas seulement l'enseignement du grec et du latin dans les écoles secondaires, mais il faut bien défendre la position de l'Antiquité que je définirais professionnelle, professionnalisante. Il y a une antiquité professionnalisante. L'Antiquité qui nous a apporté des techniques qui doivent toujours être remises en cause. L'Antiquité a celui de beau et de terrible qu'il n'y a pas un acquis pour toujours. Chaque génération a le devoir de recomprendre tout ce qui a été dit et de le transmettre. Donc, il faut bien en être conscient et ne pas dire l'Antiquité c'est déjà incorporé. L'Antiquité incorporée, c'est l'Antiquité perdue. Merci pour cette remarque fondamentale, je crois, effectivement. Mais c'est peut-être ce qu'on appelle tout simplement un classique. C'est précisément d'être toujours réinterprété, réadapté, compris d'une manière différente.
En abordant cette question de la place des langues anciennes et de l'histoire ancienne à l'université, on ne peut pas faire l'économie d'une question qui fâche, d'une certaine manière, parce que je crois il n'y a pas d'accord, ou difficilement d'accord peut-être, entre historiens et linguistes là-dessus. C'est celui de la formation, des structures de la formation. Actuellement, en France, et je crois qu'en Italie c'est la même chose, d'après ce que m'a dit Dario Mantovani, il y a d'un côté les langues, dans les départements de lettres classiques, là où il en reste, et d'autre part, l'histoire ancienne qui est solidement soudée à l'ensemble des historiens. Cette situation, elle est historique en France, elle n'est pas obligatoire puisque certains pays pratiquent de manière différente. Je pense notamment aux pays anglo-saxons, même là, si c'est pas tous. Et on pourrait avoir donc une autre structure, la structure humanité ou classique, si vous voulez, et laisser les historiens des périodes récentes ou plus récentes de leur côté. Et quels sont, à vos yeux, Bernard Legras, les avantages et les inconvénients pour les historiens? Puis ensuite, on demandera aux spécialistes des langues anciennes ce qu'ils en pensent. Quels sont les avantages et les inconvénients, s'il y en a, je ne sais pas, des avantages ou des inconvénients de cette situation? Alors, comme vous le savez sans doute, l'histoire est divisée en 4 périodes, l'ancienne, la médiévale, la moderne et la contemporaine. Et dans les départements, dans les UFR d'histoire, les étudiants doivent étudier absolument les 4 périodes au niveau de la licence, au niveau du master. Ils choisissent. Est-ce que c'est menacé, cette présence de l'histoire ancienne? Apparemment, d'après une enquête récente qui nous a été transmise, ça a l'air de se maintenir. Absolument. La clé de voûte de l'enseignement supérieur français pour l'histoire, c'est les concours, CAPES agrégation. Actuellement, à l'agrégation, les 4 périodes sont représentées. Actuellement, une nouvelle réforme du CAPES est intervenue, il y en a eu beaucoup. Il n'y aura plus désormais que 3 périodes. Donc une période saute. Et évidemment, le risque, c'est que la période qui arriverait moins souvent dans le champ des études des futurs professeurs d'histoire et de géographie des collèges et des lycées, eh bien ce soit l'histoire ancienne. Donc il y a un risque éventuel de minorer l'histoire ancienne, mais aussi la médiévale et la moderne, qui finalement se retrouvent un petit peu dans la même situation, et de privilégier l'histoire contemporaine, car il faut savoir, ça fait partie des sujets qui fâchent, que pour certains secteurs de l'opinion publique, certains responsables de l'éducation nationale, l'histoire commence en fait en 1789, voire en 1945. Oui. Les siècles et les millénaires passés passent à la trappe. Donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas du tout. Ce que l'on voit pour les étudiants, c'est la passion pour l'histoire ancienne. Je ne prêche pas du tout pour ma chapelle. Ça les intéresse véritablement. L'université à laquelle j'appartiens hésitait à mettre l'histoire ancienne en première année. On la mettait traditionnellement en 2e année. Trop dur, c'est trop difficile, donc on va d'abord faire de l'histoire moderne et contemporaine. Et puis finalement, il y a quelques années, on a inversé, on a mis l'histoire ancienne en première année, donc les néo-bacheliers, et ça marche très bien, ils sont passionnés. Mais simplement, il y a une évolution de cet enseignement, il faut le dire. On n'étudie pas que la cité grecque, on n'étudie pas que la République romaine, on étudie aussi les systèmes qui se mettent en place à Rome avec l'Empire, où on a des pouvoirs plus personnels, ou alors pour la Grèce avec les empires hellénistiques, avec les monarchies hellénistiques. Et donc on montre bien cette évolution du monde, plusieurs modèles politiques, avec également, et ça c'est très intéressant pour les étudiants, des sociétés multiculturelles. Quand on étudie l'Empire romain, c'est une société qui est latine, mais qui est également une société grecque. L'Empire romain est un empire bilingue. Quant aux États hellénistiques, ce sont des États multiculturels, donc où on a des relations, une coexistence, une interpénétration des cultures, donc cela permet aussi de penser le monde présent. Alors pour revenir à la question que Maurice Sartre posait à l'instant, les historiens de l'Antiquité, oui, sont favorisés dans le système actuel, puisque l'unité de l'histoire, qui est
question absolument centrale, et le Comité français des sciences historiques qui est extrêmement attaché. Donc l'unité de l'histoire permet aux antiquisants d'avoir pleinement leur place dans les universités françaises. Alors l'inconvénient, c'est que dans certaines universités, du fait de leur spécificité propre, il n'y a pas d'UFR de langue, il n'y a pas de département des langues, et ce qui manque souvent aux antiquisants, c'est justement un enseignement des langues anciennes, du latin et du grec. On ne peut pas faire d'histoire grecque, on ne peut pas faire d'histoire romaine, bien entendu, à un certain niveau, sans connaître ces langues. Mais les universités sont inventives, les universitaires sont des créateurs, hein, et donc dans une université par exemple comme Paris 1, où il n'y a pas d'UFR de langue, nous avons créé un département des langues qui permet aux étudiants dès le L1 d'être grands débutants et donc d'apprendre, sont des volontaires, d'apprendre le latin et le grec et donc de mieux comprendre les processus de licence. Mais c'est vrai que cette séparation entre l'histoire et les lettres classiques est dommageable à nos études par rapport à ce qui se passe en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, où les sciences de l'Antiquité, Altertumswissenschaft, comme on dit en allemand, sont étroitement louées, en n'oubliant pas l'archéologie et l'histoire de l'art, qui sont également une dimension fondamentale de l'Antiquité. Je pense qu'on y reviendra. D'un mot, alors cette fois-ci, parce qu'on arrive au bout de notre temps et je voudrais pas trop mordre sur le temps des questions. Du point de vue des spécialistes des langues, la situation actuelle, vous, comment vous la voyez? Comment vous la jugez? Ça peut être très rapide parce que c'est également dommageable. Je pense que le système des concours, dont Bernard Legras disait très bien qu'il structurait notre mode d'enseignement, qui nous a sauvés très longtemps, maintenant nous achève, nous tue. Donc, par ailleurs, comme il n'y a plus de CAPES de lettres classiques, vous pensez si je me sens libre par rapport au concours, n'est-ce pas? Donc, partout où les universitaires ont pu se regrouper, soit au sein des laboratoires de recherche, soit dans leur UFR pour travailler avec les archéologues, avec les historiens, et littéraires, linguistes, historiens et archéologues ensemble, ça fait une vie de l'Antiquité pour les étudiants qui me semble précieuse. Partout où ça ne se fait pas, eh bien cela veut dire que le secteur de la langue et de la littérature dans l'Antiquité est en train de mourir. Donc je suis entièrement d'accord, c'est gravement dommageable. Donc il faut trouver des solutions. Je vous propose qu'on arrête là le débat proprement dit pour ne pas mordre sur les questions. Je sais très bien qu'on n'a pas abordé tous les points qu'on aurait voulu aborder, mais dans le fond, c'est pas trop grave parce que nos collègues auront des tas de questions très intelligentes et très stimulantes à poser et ça va nous permettre de donner les réponses que nous n'avons pas apportées dans le débat. Donc vous levez la main bien haut et on vous passe des micros. Il y a un monsieur là-bas au fond, mais peut-être une dame ici. Allez, commencez, vous avez le micro en main. Et puis après, ça sera au fond. Allez-y. Merci beaucoup, Charlotte Benoît. Vous l'avez dit, une des grandes questions qui se posent à nous aujourd'hui, c'est comment intéresser les élèves, et d'abord les élèves qui sont au collège, car on commence le latin au collège. Et ensuite, une fois qu'ils ont choisi de faire du latin, comment faire en sorte qu'ils aiment cette matière et qu'ils aient envie de la continuer. En tant que professeur au collège, dans un collège à Boulogne, j'interviens pour donner un témoignage. En fait, je tiens un site, un blog, Notre Paris romain, et dans mon enseignement, j'essaye d'enrichir mon enseignement classique par des innovations pédagogiques. Pour aller à l'essentiel, je vais vous donner 3 exemples de ces innovations pédagogiques que je mets en œuvre au sein de mon enseignement. D'abord, l'oralisation du latin en cours, par exemple en donnant des consignes en latin aux élèves, ou bien en leur demandant de créer des chansons pour apprendre leur déclinaison. Ensuite, le numérique, en utilisant des sites de grammaire en ligne, des sites de civilisation ou encore le tableau numérique dans les versions. Et enfin, 3e exemple d'innovation pédagogique qu'on peut utiliser aujourd'hui, l'actualisation. L'actualisation du latin
Un exemple, on peut donner à lire aux élèves des livres contemporains en latin, comme Harry Potter, par exemple, qui existe en latin et qu'on peut leur faire lire. Ces méthodes fonctionnent. Elles enrichissent, bien sûr, l'enseignement qui reste classique. Elles fonctionnent, d'où ma question, qui est la suivante. Ne serait-il pas possible d'essayer de faire en sorte que ces innovations pédagogiques soient plus présentes pour rendre le latin plus vivant? Merci pour ce témoignage illustré. Alors attendez, il y avait une question, le monsieur qui est là-bas et ensuite un monsieur au 3e rang. Bon, je vais faire peur peut-être à certains, mais je suis doctorant en mathématiques. D'accord ? Non, ça fait pas peur, non. Non. Et les mathématiques étaient grecques aussi. Et latin, grec, j'aime beaucoup. Et il me semble, vu que les mots mathématiques ont été levés, qu'il y a eu pendant une période une opposition qui a été faite entre l'enseignement des sciences, avec la science noble que sont les mathématiques, contre les humanités, avec les humanités nobles que sont le latin et le grec. Et je pense que c'est le même combat. Parce que si on regarde les agrégations, la formation des maîtres, 2 agrégations l'année dernière n'ont pas fait le plein. L'agrégation de mathématiques et l'agrégation de grammaire. Pourquoi ? Parce que en mathématiques, aujourd'hui au lycée, on ne fait plus rien. Elle a été vidée de sa substance. Et je pense que le combat qu'on a à mener est un combat pour la substance de l'enseignement. Et ma crainte serait qu'on mène ce combat divisé et qu'on finisse de lutter entre nous pour des plages horaires, alors qu'il faut lutter, je pense, ensemble pour une école riche. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça ? Ma question, c'est comment peut-on ensemble mener ce combat au lieu, et je connais beaucoup de gens en mathématiques comme en lettres, qui se battent chacun de leur côté pour faire vivre leur matière. Merci. Je crois que vous posez une question qui est effectivement fondamentale. Il ne s'agit pas de jouer les disciplines les unes contre les autres, mais bien de lutter ensemble pour qu'il y ait un contenu dans les disciplines. Est-ce que, moi, il n'y a pas de réponse directe à votre question, mais je crois qu'on peut répondre par... je vais donner la parole à mes collègues, mais je pense qu'il y a déjà une question. Est-ce que le défaut majeur de l'enseignement actuel n'est pas ce zapping permanent, ce saupoudrage de petites heures. Tout à l'heure, Augustin Dumière parlait de la 5e langue vivante, etc. On fait un petit peu de tout et en fait, on fait rien. Est-ce que c'est pas là un des problèmes à résoudre? Et ça, c'est un type d'enseignement qui nous vient en particulier des écoles de commerce. Mais bon... Monique Trédévilliers. Oui, je pense que vous avez 1000 fois raison et que c'est en fait le cœur du problème, le cœur de nos problèmes. Toutes les réformes auxquelles j'ai pu assister depuis plus de 30 ans sont des réformes qui concernent l'habillage et jamais le contenu de l'enseignement. Et depuis qu'on a décidé qu'au cœur de l'enseignement, il y avait l'élève, et non pas le savoir ou la connaissance, eh bien, on fait n'importe quoi. C'est-à-dire que le drame, nous sommes comme des pompiers pyromanes. Chaque réforme tente de remédier aux maux entièrement dus à la réforme précédente. Donc, on vit dans un monde kafkaïen sur ce point. Vous avez 1000 fois raison. Nous sommes actuellement dans une civilisation qui, au fond, n'aime pas le savoir. Moi, c'est comme ça que je sens les choses. Et donc, si nous pouvions, en effet, nous regrouper pour demander que la prochaine réforme soit une réforme de contenu, et que ce qui soit au centre de l'éducation, depuis l'enseignement primaire jusqu'à les plus hautes sphères de l'université, ce soit les contenus et non pas des petits problèmes d'horaire. Et en évitant cet émiettement qu'évoquaient nos collègues, eh bien, je crois qu'on aurait fait un pas énorme. Merci pour cette question. Merci. Je vous demande d'être bref dans vos réponses pour que les questions puissent être... Bonjour, Philippe Sibois du blog La question du latin. Alors, il faudrait peut-être réfléchir un peu sur les causes de la situation actuelle en profondeur.
Et on peut remarquer quand même que l'enseignement du latin fonctionne très très bien et ne conduit pas à un désastre grammatical quand il est fait pour les grands débutants. L'expérience de Claude Fievret à Perpignan est très révélatrice à cet égard. Il faudrait peut-être réfléchir aussi que, comme Françoise Vaquel notait, l'échec de l'enseignement du latin, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis très très longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de capacité d'enseignement de la grammaire au bas âge? Les psychologues se sont penchés sur le problème et ont montré que les structures linguistiques étaient inaccessibles à l'analyse pour jusqu'à 14 ans à peu près. Est-ce qu'il ne faudrait pas en tirer les conséquences et se dire qu'on ne peut pas enseigner en profondeur la grammaire et la grammaire latine à des enfants qui ne sont pas encore assez mûrs pour la recevoir, alors que quand ils sont adultes ou grands adolescents, disons, il n'y a pas de problème. Il faudrait peut-être réfléchir sur ces causes-là. Merci. Quelqu'un veut répondre là-dessus? Non, c'est un constat en tout cas intéressant et une bonne question, même si nous n'avons pas de réponse. Alors, ensuite, madame et monsieur. Ou monsieur d'abord. Allez-y. Bonjour tout le monde. En fait, j'interviens pour simplement donner une expérience sénégalaise. Je viens du Sénégal, pays musulman, à 95%, et où, depuis 1960, on enseigne le latin et le grec. Quel intérêt le Sénégal avait-il d'enseigner le latin et le grec? Un premier intérêt, premier argument, c'est évidemment la maîtrise de la langue française. Le français n'est pas notre langue maternelle. Et on s'est rendu compte que les élèves qui faisaient le latin et le grec parlaient mieux français que les autres, et surtout se distinguaient dans les autres matières, que ce soit en mathématiques, que ce soit en géographie ou ailleurs. Donc, premier argument. Deuxième argument, on a longtemps fait croire que la finalité du latin et du grec, c'était simplement l'enseignement. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et à nos détracteurs au Sénégal, nous avons pu montrer que apprendre le latin et le grec pouvait aboutir à d'autres métiers. Nous avons au Sénégal, et pendant, il y a 3 ans, 4 ans de cela, nous avons essayé de faire une table ronde où nous avons invité des avocats qui avaient fait le latin et le grec et qui ont dit l'intérêt et l'apport que le latin et le grec leur avaient apporté. Nous avons invité des médecins qui ont parlé de leur expérience en tant qu'anciens étudiants de latin et de grec. Nous avons invité des militaires de carrière. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais à un enterrement d'un officier sénégalais et 4 lieutenants sont venus vers moi, me saluer en me disant « Nous sommes de vos anciens étudiants ». Donc, l'ouverture aux d'autres métiers. Troisième argument, l'éducation aux valeurs. Et je crois que c'est là où il faut mettre l'accent. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions attention pour que notre enseignement de latin et de grec puisse accrocher notre société, puisse répondre aux questions que se posent nos sociétés. Et là, c'est fondamental. À nos détracteurs, nous avons pu montrer que l'enseignement du latin et du grec était en fait un socle, j'allais dire, unificateur. À la même table ronde, nous avons invité des prêtres et des imams qui avaient fait du latin et du grec. On a pu montrer, on a pu voir qu'en fait, ça servait justement à une certaine cohabitation pacifique. Parce que quand même, le Sénégal est un pays, j'allais dire, très tolérant et très ouvert. Quatrième argument, c'est l'ouverture aux autres disciplines. Le danger aussi qu'on peut avoir, nous, latinistes et hellénistes, ou histoire ancienne, c'est de nous enfermer dans nos propres disciplines. Effectivement, ce qui nous guette, en tout cas chez nous, c'est la mort. Et c'est la raison pour laquelle nous n'intervenons plus seulement dans nos départements,
mais nous intervenons dans les autres facultés. En médecine, nous donnons des cours. On parlait tout à l'heure des racines grecques, etc., scientifiques. À la fac de sciences, nous donnons des cours. À l'école normale, nous donnons des cours, etc., etc. Donc, l'ouverture vers les autres disciplines. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, venant d'un pays étranger. Merci pour ce témoignage sur l'enseignement du grec et du latin dans un pays, effectivement, où ce n'est pas forcément les racines premières. Et c'est un témoignage qui est tout à fait intéressant. Je retiens au passage quand même, il y a beaucoup d'imams qui avaient fait du latin et du grec. C'est peut-être une suggestion à faire à M. Cazeneuve, puisqu'en ce moment il cherche des pistes. Autre question, madame. Oui, Anne Gaillet-Turner. Je suis une observatrice. J'ai demandé la parole il y a bien longtemps. Bonjour, Monsieur Sartre. J'ai de la peine à m'y retrouver. Oui. Alors j'ai une question relative. Ça rebondit un peu. Moi, je suis écrivain, sémiologue, helléniste, devenu philosophe. Bon, et très attachée aujourd'hui et très militante de l'interculturel européen. Donc j'ai des questions. La première chose, c'est que je me souviens qu'ici, il y a 10 ans, j'ai vu le premier état généraux du plurilinguisme en Europe et qu'il n'y en a pas eu d'autres. Et moi, je pose 2 questions par rapport aux enjeux actuels. Est-ce qu'il n'y a pas une ressource vive qui est de faire le lien entre le grec ancien et le grec moderne, c'est-à-dire que moi je viens de la tradition, j'ai fait grec et latin, j'ai choisi la philo, donc je suis une helléniste, clairement, désolé, le latin ne m'a pas beaucoup inspiré, mais je crois qu'aujourd'hui, le vrai ressort, on le voit bien avec les actualités, c'est de parler aussi le grec d'aujourd'hui qui est très lié, le grec de nos amis grecs, du gouvernement de Tsipras, qui est très lié dans sa structure et qui pour cette jeunesse qui s'intéresse à l'actualité de cette Europe en mouvement, moi, il me semble que là, il y a quelque chose à faire. Moi, je le fais en conférence et j'adorerais travailler avec des hellénistes qui ont envie de montrer que finalement, c'est pas seulement des histoires antiques, parce que vous l'avez dit, ce sont des réinterprétations, mais katatomelon, pour le futur aussi. Voilà. Donc ça, c'était ma réflexion. Et question plus de questionneuse, quelles sont les relations au niveau de la Commission européenne ou des Européens? Est-ce qu'avec les Italiens, avec les Grecs, vous travaillez? Est-ce qu'on ne peut pas faire bouger pour faciliter aussi la connaissance, non pas de l'étymologie, mais du passage d'une langue vivante de ces Europes à l'autre chez ces jeunes. C'est-à-dire finalement leur donner cette soif de comprendre l'autre, alors tous les autres certes, mais peut-être déjà comprendre l'autre dans cet immense continent en mouvement. Merci. Merci pour vos questions, qui sont d'ailleurs pas des questions qui appellent nécessairement des réponses, mais je pense que les uns et les autres, vous bénéficiez tous de l'intérêt des questions et vous en ferez votre miel. D'autres questions? Alors, attends, à vous maintenant. Oui, je voudrais prolonger les 3 interventions, c'est-à-dire rapidement. Celle de monsieur le mathématicien. D'abord, je voudrais dire que j'ai reçu une lettre de la ministre de l'Éducation nationale disant pour un festival européen, et là je rejoins madame, européen, et je trouve la dimension européenne extrêmement importante, du latin grec, enfin latin grec. J'ai donc reçu une lettre de madame le ministre, qui nous dit que ce n'est pas dans les objets, les sujets et les objectifs de l'éducation nationale de s'occuper du latin et du grec. Donc je voulais vous en aviser, c'est intéressant. Voilà, parce que je crois que nous parlons là du sexe des anges. Donc voilà la situation. Donc c'est en dehors aussi de l'éducation nationale qu'il faut chercher peut-être une solution. Et nous sommes ici 2 francs-tireurs partisans, dont Robert Delors, à qui je rends hommage. Comme j'admire infiniment Monsieur Dumière, je voulais le dire au passage, parce que Dieu sait le combat qu'il mène. Alors, pour le mathématicien, je rappelle que Laurent Laforgue a été démissionné
du Conseil de des études, du fond des études, et je suis d'accord avec Madame Trédé que nous sommes dans le fond, nous ne sommes pas à savoir s'il faut rajouter 3 personnes ou 22 ou 10 000, je ne sais plus. C'est le fond des études qui est en question, et je suis d'accord avec monsieur que les associations et autres enthousiastes, qui est un mot grec, et passionnés, doivent se réunir pour essayer de proposer quelque chose pour le fond des études, pas pour la forme toujours. Voilà. Et quant à monsieur le Sénégalais, je lui dirais, excusez-moi, je ne sais pas votre nom, mais je lui dirais que je suis tout à fait d'accord aussi sur les valeurs. C'est le mot que nous n'osons pas prononcer et qui est le fond des choses et le fond des études que nous proposons. C'est une transmission de valeurs et de Weltanschauung, si je peux prendre ce mot allemand, c'est-à-dire de point de vue sur la société. En Allemagne où je vis, tout cela est dans le fond des études, puisque les médecins aussi sont obligés d'apprendre le latin et une partie du grec, les avocats aussi. Donc c'est une suggestion, tout n'est pas à un niveau collège ou lycée ou université. Tout ça pourrait même s'apprendre dans les petites classes, comme le font certaines expériences à Marseille, par exemple, où on l'apprend au niveau des maternelles. Et c'est une expérience extrêmement intéressante. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'ici, il n'y a pas seulement, j'espère, des témoignages, mais j'espère aussi qu'il y a des suggestions. Et je rappelle le mot de Senghor, qui était bien sûr agrégé de lettres classiques. Et Léopold Sédar Senghor disait que s'il adorait le Wolof, parce que c'était sa langue, mais que c'est une langue de juxtaposition, alors que le latin et le grec sont une langue d'induction et de déduction, et que c'est pour ça que nous avons les mathématiques, la physique et tout le reste. Voilà. Merci. Des questions, je ne sais plus où est le micro. Bonjour. Là. Alors il y a deux demandes de micro vers le fond. Bonjour, allez-y. Je m'appelle Patricia Sudolski. Je suis une ancienne étudiante de Paris 1 en histoire. J'ai obtenu une licence dans les années 80 dans cette maison. Parlez bien dans le micro, on vous entend à peine. Alors je dis, j'ai obtenu une licence d'histoire dans les années 80 dans cette maison. J'ai eu pour professeur Maurice Agulon, Jean Bouvet, Madame Pizier-Kouchner, Monsieur Soboul. Je rappelle juste pour leur mémoire. Et j'ai été spécialiste de l'éducation dans un métier qui s'appelle le journalisme, au temps où on faisait de la presse. Et si je me permets d'intervenir, c'est que j'ai une idée à suggérer à la personne qui est docteur en mathématiques. C'est que pour peut-être réunir les gens des mathématiques et les gens des lettres, je dis une solution pratique, c'est peut-être de reconstruire la Fédération de l'éducation nationale. Vous savez, c'est pas idiot. Quand vous étudiez, d'abord il faudrait étudier l'histoire de la Fédération de l'éducation nationale, se souvenir de quand elle a été cassée et comment et ce qui en est suivi. Donc ça, c'est vraiment une idée pratique. Voilà. Et pour les historiens, c'est intéressant aussi à étudier l'histoire de la Fédération de l'éducation nationale qui explique aussi pourquoi l'état de l'éducation nationale aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas seulement la responsabilité du pouvoir, c'est aussi la responsabilité des contre-pouvoirs. Bon, mais il s'est passé des choses. Et sinon, ce qu'il faut se rappeler en tant que, je pense que tous les historiens le savent, c'est que le début de la séparation en fait entre les lettres et les mathématiques. Au niveau de la culture, il y a Diderot qui fait
l'encyclopédie. À cette époque, donc, quand on est cultivé, on est à la fois cultivé en sciences et cultivé en lettres, et en latin, grec, etc. Soyez bref, s'il vous plaît, il y a d'autres questions. Et puis, il y a la Révolution française, qui est traumatisante, et à partir de ce moment-là, il y a une séparation et ça commence. La grande histoire où on en est aujourd'hui commence. Merci. Des questions vers le fond, je ne sais plus où sont les micros. Ah, pardon. Je me permets d'intervenir, j'ai le micro. Soyez brève, s'il vous plaît. Alors, Sophie Reusch, Université de Tours, j'enseigne le latin. Alors, juste une remarque d'abord pour rappeler que le CAPES de lettres classiques existe toujours. Certes, c'est une option, mais il existe. L'agrégation de lettres classiques existe aussi toujours, donc on a quand même des étudiants qui choisissent cette option classique, même au niveau du CAPES. Bon, alors cela dit, mon intervention concernait le collège et le lycée. En tant qu'universitaire, on a de moins en moins de candidats volontaires pour découvrir les langues anciennes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'ont pas découvert avant. Alors pourquoi aurait-il l'idée en première année d'apprendre le latin et le grec ? Ils ne l'ont jamais vu. Donc le problème de fond, c'est qu'au niveau du ministère, vous l'avez dit, ce n'est pas une priorité. Et nos collègues du secondaire ont une vraie difficulté, c'est un problème de dotation horaire globale. L'État est pauvre, on le sait. Donc on donne de moins en moins d'heures aux chefs d'établissement. Et où est-ce qu'ils rognent quand ils ont besoin d'heures ? Le latin et le grec. Donc la question, c'est comment intervenir au niveau du ministère pour faire en sorte que le latin et le grec aient des heures, je dirais, incompressibles, qui ne soient pas à la bonne volonté des chefs d'établissement, pour que les collègues n'aient pas à se battre dans des conditions délirantes, où ils ont dans une classe 3 niveaux, seconde, première, terminale, avec 2 heures par semaine, mais pour qu'ils puissent réellement avoir les moyens de donner le goût de la langue. Et je suis convaincue que les collègues ont les moyens de donner le goût de la langue. Ce n'est pas un problème de pédagogie, c'est un problème de moyens et de finances. Voilà. Merci. Juste, madame, je voudrais répondre à ce que vous avez dit, puisque moi j'ai siégé dans les 3 dernières années de ce qui était, à mon sens, en tout cas le dernier CAPES de lettres classiques. Vous dites qu'il existe encore. À ma connaissance, il n'existe. C'est une subdivision, je crois, du CAPES de lettres modernes. Je trouve ça un peu dommage. De lettres. C'est une option du CAPES de lettres. Voilà. Je trouve ça un peu dommage que dans un moment où on a dit à quel point il était nécessaire pour les professeurs de lettres classiques, non seulement de bien connaître leur matière, mais de connaître même d'autres domaines, que vous considériez que le CAPES de lettres tel qu'il est sous sa forme actuelle ne s'est pas considérablement appauvri en passant sous la coupe réglée de ceux qui avaient... Non mais... Oui, mais en l'occurrence, je pense qu'il va y avoir un problème majeur et qui est l'affaire de l'université, qui est que nous, les élèves, en tant que professeurs de lettres, on est allé les chercher, ils sont là, il y en a 500 000. On va avoir un problème de professeurs et c'est pas dans des discussions avec le ministre que quoi que ce soit va avancer. Il va falloir que l'université réfléchisse aussi avec nous, mais sur comment est-ce qu'on va faire pour satisfaire cette demande de grec et de latin qui existe vraiment dans les collèges et lycées, parce qu'aujourd'hui, il y a des endroits dans lesquels il y a les élèves, mais il n'y a plus les professeurs. Bien, Sylvie Pedro Arena pour la CNARELA. Alors justement, effectivement, nous manquons cruellement de professeurs de lettres classiques et il faut que nous allions les chercher comme nous allons les chercher dans les classes du secondaire. Il va falloir que les universitaires aillent les chercher dans les classes des lycées. Alors, je voudrais quand même dire 2 choses par rapport à ce qui vient d'être dit. D'une part, effectivement, depuis le mois de janvier, nous nous battons sur les dotations globales dans chaque établissement et c'est un combat qui se mène académie par les associations régionales qui sont repris par la coordination, d'une part. D'autre part, effectivement, il y a beaucoup d'élèves qui étudient encore les langues anciennes. Nous avons cette année 34 000 élèves dans le secondaire qui étudient le grec. Et c'est la première fois que nous atteignons cet objectif depuis 2010. Au total, on étudie le latin et ou le grec dans l'enseignement secondaire, plus de 500 000 élèves. Nous avons juste un petit tassement en latin qui est certainement dû au fait qu'on a introduit dans certaines académies l'étude de la langue 2 en 5e. C'est là que les parents ont eu un petit peu peur de la surcharge pour leurs enfants. Donc effectivement, il faut se battre, oui, il faut employer le mot se battre pour récupérer les élèves et permettre à tous les élèves qui le souhaitent d'étudier encore le latin et le grec dans l'enseignement secondaire. Alors par rapport aux autres débats qui ont été, qui se sont déroulés auparavant, je voudrais dire qu'au niveau de la CNARELA, il y a 2 choses. Nous pensons qu'il ne faut pas confondre les moyens
et les fins. C'est-à-dire que les moyens, c'est peut-être toutes les méthodes que l'on peut essayer d'explorer et que, a priori, si elles marchent, pourquoi y renoncer? Mais la fin, c'est effectivement de donner accès aux élèves de ce pays au latin et au grec en tant que langue et culture. Alors nous ne sommes absolument pas le relais de l'inspection ni des programmes, mais il se trouve qu'actuellement, nos disciplines s'appellent langue et culture de l'Antiquité. Et je crois que le travail que nous avons à mener, c'est justement de faire en sorte que les textes et la civilisation, l'histoire, l'archéologie, etc., dialoguent exactement et fondamentalement pour donner cette culture aux élèves et qu'on ne sépare pas d'un côté la langue et la littérature et de l'autre la civilisation. Qu'il y ait quelque chose de vraiment très lié entre les deux. Alors il faut effectivement que ce soit fait au niveau de la formation des enseignants, mais également à tous les niveaux. Voilà. Merci. Peut-être une toute dernière question. Il y a beaucoup de questions. Alors allez-y. Oui. Ça sera les deux dernières. Mais soyez brefs, s'il vous plaît. Oui, alors, donc je vais être bref. Je vois que le problème majeur, quand même, c'est celui de, on va dire, l'attractivité, on va dire, de l'Antiquité, au fond, et de ce qui relève de l'Antiquité. Alors, j'ai trois choses à suggérer ou à dire. La première, c'est, je me pose la question aussi, à force de s'interroger sur la question de l'attractivité, notamment dans les collèges et les lycées, rendre attractif la discipline, l'enseignement de la langue, etc., je me demande si, au final, c'est pas la langue qui a beaucoup perdu. C'est-à-dire si on n'a pas, effectivement, chercher un petit peu précisément pour développer tous les aspects civilisation, etc., eh bien on n'a pas un peu effectivement laissé de côté la langue. Et moi j'ai le sentiment que les élèves de terminale aujourd'hui, eh bien ils sont d'abord devant une grande disparité de niveau selon les établissements, selon etc., et que d'autre part, eh bien précisément les connaissances en langue ont été on va dire largement négligées. Il faut savoir que les adolescents sont très intéressés par les phénomènes de code, le décodage, etc., et je me demande s'il n'y a pas à réinvestir toutes ces questions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, de manière un peu paradoxale, on parle beaucoup des racines, on parle beaucoup, effectivement, des continuités qui justifient que, etc. Mais je me pose la question si on ne doit pas aussi mettre l'accent sur l'altérité et, effectivement, développer, au contraire, tout ce fil-là, qui justifie, à mon avis, tout autant qu'on s'intéresse aux Grecs et aux Anciens. La question de l'altérité, c'est quand même une question, j'allais dire, sociale extrêmement importante aujourd'hui. Bon, et puis enfin, la troisième chose, et là je parle aussi parce que je suis président de l'université et donc je suis extrêmement soucieux de la place, évidemment, de l'Antiquité dans l'enseignement, je pense qu'il y a à travailler sur la pluridisciplinarité, c'est-à-dire non pas chercher précisément à isoler tout ce qui relève de l'Antiquité, mais bien au contraire, à voir comment l'interaction avec d'autres disciplines permet au contraire donc de faire fructifier l'approche de l'Antiquité. On parle beaucoup du numérique, c'est évidemment très galvaudé, mais en même temps, il y a des opportunités considérables autour de notamment la question de l'édition. Donc, humanité, ça suppose qu'on réassemble des disciplines qu'on a longtemps séparées, et humanité numérique, ça suppose que précisément on fasse entrer quelque chose qui, a priori, est très éloigné des études de l'Antiquité, mais j'en suis convaincu qu'ils seront précisément la bouée, en quelque sorte, sur laquelle eh bien, on va renouveler complètement tout ce qui relève de l'édition des textes. Merci beaucoup. Dernière question. Bonjour, Théo Polychronis. Professeur de lettres classiques et doctorant à l'université d'Aix. Je voulais apporter un témoignage justement sur l'enseignement en Grèce, puisqu'on a parlé de la Grèce et que je suis grec. Je tenais à rappeler que le grec ancien est obligatoire jusqu'à l'équivalent de la première en Grèce, que les cours de grammaire pure et dure sont toujours aussi présents. C'est pas passionnant, moi non plus je n'étais pas passionné. Mais en attendant, eh bien, le grec qui sort du lycée, il sait écrire et parler correctement, il sait aussi compter. Je tiens à le préciser parce que quand même, il y a un petit problème quand je vois tous les Américains et tous les étrangers qui savent parler français très correctement et que les Français, dans les collèges et lycées, ne savent pas écrire français, qu'on m'explique par A plus B qu'il ne faut pas faire de grammaire, premièrement. Deuxièmement, un argument quand même, je pense, de poids et auquel je tiens de façon absolument farouche, non pas parce que je suis grec, mais parce que je sais de quoi je parle. Le grec n'est pas une langue morte.
le grec ancien survit encore dans la langue d'aujourd'hui et que cela déplaise à certaines personnes qui m'expliquent, qui parlent pas un mot de grec mais qui m'expliquent ce qu'est le grec d'aujourd'hui, les 3/4 des mots qu'on a dans Démosthène, Thucydide et compagnie, c'est les mots qu'on utilise encore tous les jours au supermarché en Grèce. Et ça, je crois que ça compte, que cette langue doit être étudiée non pas uniquement jusqu'à Démosthène, non pas jusqu'à Thucydide que j'adore, mais jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a encore heureusement de la littérature écrite dans cette langue. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Les langues comme les cultures ne meurent jamais. On est bien d'accord là-dessus. Elles se transforment tout simplement. Merci à tous pour votre patience. Merci à mes 4 collègues d'avoir participé à ce débat.